France Inter. Le 7-9, intervenez. Intervenez au 01 45 24 7000 avec en ligne de Toulouse Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Nous vous écoutons. Voilà, je voudrais savoir, Monsieur Menck, quels sont les motifs qui vous font changer au point de ne plus soutenir Nicolas Sarkozy et de soutenir Alain Juppé? Parce qu'en effet, Nicolas Sarkozy, vous l'avez soutenu dans la période où il était pour l'identité nationale, dans la période où il faisait d'énormes bévues économiques, vous l'avez soutenu sans arrêt. Alors que Alain Juppé, je n'ai jamais entendu que vous étiez un de ses soutiens. Et enfin, je me fais du souci pour Alain Juppé, parce que vous vous êtes toujours trompé. Quand vous avez soutenu M. de Benedetti, ça a été une catastrophe. Votre analyse de la crise fait rire tous les économistes. Alors, écoutez, s'il vous plaît, donnez-moi de bonnes raisons, autres que de l'opportunisme, pour lesquelles vous soutenez M. Juppé. Merci Bernard. Écoutez, l'avantage de l'action du midi, c'est que ça rend sympathique même une question désagréable. Écoutez, mon raisonnement est très simple. Mais fondé. J'ai parfois voté pour le vainqueur de l'élection présidentielle. Il s'appelait François Mitterrand. Écoutez, je vais vous répondre sur le fond. C'est très simple. Je ne veux pas, c'est sensible, je crois, à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce pays soit en face d'un risque de deuxième tour entre Marine Le Pen et François Hollande. À partir de ce moment-là, il faut que le candidat de la droite démocratique soit à coup sûr au deuxième tour et il faut, pour l'honneur de ce pays, qu'il batte Madame Le Pen le plus largement possible. Ça suppose donc qu'il ne faut pas qu'il y ait de candidat du centre, et en l'occurrence, le seul candidat du centre légitime par son histoire, c'est François Bayrou. Eh bien, François Bayrou, si Nicolas Sarkozy est choisi par la primaire, se présentera. Et à ce moment-là, dans le peloton Hollande, Bayrou, Sarkozy, il y a un énorme aléa. Voilà. Par ailleurs, quand je vois des sondages qui donnent au deuxième tour de la présidentielle Alain Juppé à 70 face à Marine Le Pen, je trouve ça plus honorable pour le pays qu'une victoire beaucoup plus juste face à elle de tout autre candidat de droite. C'est simplement une question d'élection, du jour de l'élection, ou vous préférez voir le président Juppé plutôt que le président Sarkozy? Oh, écoutez, je pense que mon raisonnement vaut par lui-même. Après, je ne vais pas faire le tri entre un ami de 40 ans et un ami de 30 ans. L'ami de 40 ans, c'est Alain Juppé, c'est ça? Il est plus âgé, donc c'est comme moi, c'est l'ami de 40 ans. 30. 40, c'est plus que 30. Et puis passer le cap des 30, ça veut dire quelque chose, parce que souvent, à 30 ans, ça se brise. Mais c'est un raisonnement, et ça n'enlève rien à mon affection pour Nicolas Sarkozy, qui, je trouve d'ailleurs, fait à la tête de son parti un exercice difficile, et en particulier un exercice qui souvent l'oblige à brider son tempérament. Les Républicains, ça vous plaît? Écoutez, c'est Musset qui disait qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, donc attendons l'ivresse. Oui, mais le flacon, là, on y consacre beaucoup de temps et d'énergie à essayer de ripoliner le flacon. À mon avis, ce n'est pas fondamental. Quand vous souteniez Nicolas Sarkozy, le flacon était rempli par Monsieur Buisson, qui n'était pas tellement d'inspiration républicaine. Il y a un certain nombre de choses à cette époque qui ne me plaisaient pas, mais je les disais en privé à qui de droit. Si vous voulez me dire que la disparition de Patrick Buisson est une bonne chose, ça me paraît tout à fait évident. Sébastien nous appelle de la Meuse. Bonjour Sébastien. Bonjour Monsieur Cohen, bonjour Monsieur Menck. Bonjour. Bonjour, je rebondis par rapport à un éventuel deuxième tour aux prochaines présidentielles. Moi je suis de gauche, je suis pas socialiste, je suis de gauche. Et donc en 2002, j'ai voté Jacques Chirac. Je pense, a priori, ça incarnait encore pour moi le dernier président, entre guillemets, du sérieux de la Ve République. Les deux derniers présidents que nous avons connus, pour moi, incarnent une absence complète de sérieux et on est sur un complet chantage à la démocratie. Il ne faut plus culpabiliser les personnes qui se proposent de ne pas voter par défaut à un deuxième tour de la présidentielle. Et au-delà de ça, il faut absolument que le vote blanc soit reconnu. La démocratie, c'est d'abord un droit avant d'être un devoir. Voilà. Je pense qu'il y a une énorme partie de la population qui, effectivement, sur un duel Le Pen, Parti Socialiste au deuxième tour, ne se déplacera pas, quelles qu'en soient les conséquences. Et si on doit, après, arriver à d'autres extrémités pour que le peuple comprenne qu'il est vraiment souverain, je pense qu'effectivement, on en passera par là. Mais pour l'instant, il y a une gabegie énorme de nos deux derniers présidents de la République, et avec une absence complète de sérieux. Voilà.
Merci pour ces réflexions, Sébastien. Bien sûr, Alain Minc, on parle de crise démocratique là. Écoutez, je trouve que ce qui est en pointillé dans votre propos est quand même inquiétant parce que vous légitimez d'une certaine manière qu'entre François Hollande et Marine Le Pen, on puisse s'abstenir. Alors ça, les bras m'en tombent, surtout de la part de quelqu'un qui semble avoir eu des chromosomes ou un passé de gauche. Mais c'est vrai de quelques démocrates que ce soit. Ça dit l'ampleur de la désillusion d'une partie de la gauche, non ? Non, mais le problème en l'occurrence n'est pas simplement la gauche. Je veux dire, face à un choix dont j'espère bien qu'il n'aura pas lieu entre François Hollande et Marine Le Pen, toute personne ayant un sens démocratique et républicain voterait évidemment contre Marine Le Pen. Ça me paraît une évidence. Et quand j'entends ce propos, je me dis encore, eh bien faisons tout pour éviter un deuxième tour Hollande-Le Pen. Mais est-ce que ce propos n'est pas dû à un sentiment d'impuissance généralisé ? Cet auditeur parlait des 2 derniers présidents qui n'étaient plus des présidents sérieux de la Ve République. On a comme l'impression que les présidents n'ont plus les manettes du pouvoir et finalement sont impuissants et ça crée cette impression. Je trouve, si vous voulez, que le pouvoir n'est pas plus impuissant en France qu'il est dans les autres pays démocratiques. Je pense, et je voudrais de ce point de vue rappeler une chose, c'est que le pouvoir au moment de la crise, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, a montré qu'on pouvait agir au moment de la crise financière. Pour moi, la présidence de Nicolas Sarkozy, elle a un moment très particulier, c'est la semaine où le système financier mondial a failli s'effondrer, où la France, à son initiative, a pris le leadership d'une réaction qui nous a évité une catastrophe absolue. Donc, il y a des moments où le pouvoir peut être très puissant. Alors, en revanche, c'est vrai que nos sociétés contemporaines, telles qu'elles fonctionnent, font que dans le quotidien, les pouvoirs sont relativement impuissants. Mais il existe le politique, ça existe. Quand François Mitterrand signe Maastricht et la création de l'euro, vous croyez que c'est pas un acte politique ? Non, mais certains diront que c'est un acte de dépossession. De dépossession du pouvoir. Dépossession du pouvoir. Il vaut mieux être influent dans un cercle important qu'être balayé par les vents du marché international des financiers. Mais attendez, mais le chômage n'a rien à voir avec l'euro. On ne va pas reprendre cet éternel débat. Vous avez des pays en Europe qui sont en zone euro et qui n'ont pas de chômage. Donc, et vous avez des pays qui sont hors zone euro et qui n'ont pas de chômage. Le chômage, il a à voir avec ce qu'il y a bien longtemps, Denis Oliven avait appelé la préférence française pour le chômage. Voyons les choses telles qu'elles sont. Je reviens d'un mot sur cette évidence, à vos yeux, évidence du choix lors d'un éventuel second tour entre Marine Le Pen et François Hollande. Évidence qui n'en est pas une pour Nicolas Sarkozy et les dirigeants de l'UMP qui ont imposé la ligne du nini en cas de duel PS-Front National. Je ne suis pas membre de l'UMP, je ne suis membre je vous fais remarquer parti, cette contradiction. Et c'est pas une contradiction. Et moi, j'étais évidemment, et je serai toute ma vie, pour le Front républicain. D'ailleurs, il me semble qu'à ce moment-là, à l'intérieur de l'UMP, de ce qui était l'UMP avec son nom d'antan, il y a des voix qui ont clairement pris parti. Alain Juppé, mais pas seulement, Nathalie Kosciusko-Morizet aussi. Donc évidemment que je ne comprends pas qu'on puisse mettre sur le même plan l'un et l'autre. Sur les réseaux sociaux, Hélène Roussel. Oui, vous dites que ce qui se passe partout en Europe, c'est donc la montée du populisme. Son expression en France, c'est le FN, le sac de talent. Vous dites la droite forte alors ? La droite forte, c'est-à-dire la composante... Par rapport à la montée du populisme. La composante... Non, elle est à l'intérieur d'un parti républicain. Elle a des thèmes qu'on peut partager ou pas partager, mais elle est évidemment dans le cercle républicain. Je veux dire, de la même manière que j'ai fait tout à l'heure une distinction à l'intérieur du front de gauche, entre le parti communiste et certaines composantes du front de gauche, qui parfois dérapent davantage. Et le parti communiste, par son histoire, est évidemment dans le cercle républicain. Un mot de l'actualité européenne, Alain Minc. Demain, des élections britanniques, dont on a dit dans les journaux qu'elles s'annoncent très serrées. Les sondages sont très proches entre travaillistes et conservateurs. Mais il y a une quasi-certitude aujourd'hui dans le débat britannique, c'est qu'il devrait y avoir
un référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Enfin, on ne voit pas bien comment même les travaillistes arrivant au pouvoir pourraient s'opposer à cette idée qui a gagné les esprits. Pas du tout. Je me trompe, moi. Mais oui, les travaillistes ont absolument. très clairement dit qu'ils n'organiseraient pas ce référendum. Ils ont même vous en êtes sûr? Ils ont dit, si Bernard Guetta me permet, la chose suivante. Ils ont dit, nous n'organiserions un référendum que s'il y a un traité qui accroît les pouvoirs de Bruxelles, ce qui n'est pas demain le cas. Donc, je pense que Miliband là-dessus a été extrêmement clair. Il n'y aurait pas de consultation des Britanniques, vraiment. Absolument. Et je connais même des gens... J'avais cru comprendre que l'idée s'était imposée qu'il fallait donner la parole aux Britanniques. Il a été très ferme là-dessus. Et je connais des gens de la City, donc qui sont viscéralement conservateurs, qui vont voter Miliband pour ça. Ils disent, je préfère payer des impôts absurdes pendant 5 ans, mais que le Royaume-Uni reste en Europe, plutôt que de prendre le risque d'une sortie. Bon, et... Alors, cela dit, une fois qu'on a dit tout ça, vous qui admirez la vision britannique du libéralisme. Si Ed Miliband avait pris les positions de son concurrent qui est son frère, c'est-à-dire la même position sur l'Europe et un peu plus de New Labour, évidemment qu'il gagnerait à coup sûr cette élection. Rina nous appelle de Grenoble. Bonjour Rina. Oui, bonjour messieurs. Je voudrais vous remercier d'avoir pris mon appel et puis vous remercier pour l'excellence de vos émissions, que je ne loupe jamais. Si vous le permettez, je voudrais revenir sur la proposition de Monsieur Minck, si je ne me trompe pas, de rajouter d'un an pendant 5 ans la durée de cotisation des retraites. Je suis de gauche. Et c'est quelque chose qui me fait très mal parce que, en parallèle, on a laissé et on va continuer, je pense, à laisser perdurer les régimes spéciaux de retraite. C'est un point, moi, qui me fait vraiment, vraiment mal parce que je trouve quelque chose de profondément injuste. Bien sûr qu'on vieillit plus, mais dans quelles conditions? Et je pense qu'à 65 et 67 ans, on a le droit de pouvoir s'arrêter de travailler, avoir la possibilité de s'arrêter de travailler pour espérer profiter un petit peu de la vie qui nous reste. Et je suis un peu émue, donc j'ai perdu le fil. Et oui, et donc nous, on va continuer à travailler. Enfin, on nous demande de faire des efforts et c'est tout à fait légitime. Mais je suis quelqu'un, je n'ai pas la science infuse, mais je me dis, il y a énormément de jeunes au chômage. À 25-30 ans, ils n'ont pas de travail et on demande à des personnes qui n'en peuvent déjà plus, qui ont travaillé 40 et 42 ans, de continuer à travailler. Ça, je comprends pas. Il y a sûrement une raison économique qui m'échappe. Est-ce qu'il ne serait pas plus juste, je vais vous dire tout sincèrement, voilà, petit à petit de ramener ces gens-là qui partent à 52 ans, et tant mieux pour eux, 52, 55, de les amener doucement à 60 ans. Et quand tout le monde est à 60 ans, c'est tout à fait naïf ce que je suis en train de vous dire, excusez-moi. Je vous en prie. Quand on est tous à 60 ans, hop, on est tous au même niveau, hop, on fait tous des efforts, on va tous dans le même sens. C'est quelque chose qui me fait mal parce que je vais vous dire, moi mon papa il est mort à la tâche. Il aurait voulu profiter de sa retraite, et non. Ça me fait mal et je trouve que c'est très 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 injuste. Merci Rina de nous avoir appelé ce matin à Grenoble. Alain Minck, votre proposition, c'est de retarder l'âge de départ à la retraite de 6 à 9 mois par année de gagner sur l'espérance de vie. C'est-à-dire on gagne une année d'espérance de vie et on la partage entre le pays et le citoyen. Non, dans le propos émouvant qu'a tenu notre interlocutrice, il y a deux choses. Il y a une chose, c'est vrai que les régimes spéciaux auxquels les gouvernements ont du mal à s'attaquer par la force de chantage qu'ont encore en la matière certains syndicats, n'ont plus de fondement. Quand vous pensez aux régimes spéciaux liés à la pénibilité qui était celle des conducteurs de train à l'époque où il fallait enfourner le charbon dans la locomotive, c'est tout autre chose. Deuxièmement, il y a implicitement dans ce qu'elle a dit une question réelle qui est la pénibilité face au travail. C'est vrai que en principe, tenir compte de la pénibilité pour atténuer la montée inévitable et naturelle de l'âge de la retraite est raisonnable. Le seul problème, c'est qu'on a bâti là une usine à gaz qui est insupportable pour les petites entreprises. Donc, mais vous êtes sûr qu'il y avait moyen de faire plus simple ? Je ne sais pas.
Je vous dis, je ne sais pas. Parce que... je dis simplement que le monde dans lequel je vis professionnellement, qui est celui des entreprises, ils traitent ça informatiquement, c'est pas très compliqué. Mais sur la réaction du petit chef d'entreprise, c'est très ennuyeux. Et si, néanmoins, de mettre en face la prise en compte de la pénibilité et l'accroissement nécessaire, l'augmentation nécessaire de l'âge de la retraite me paraît équitable. Donc, et le troisième élément étant évidemment de finir un jour par toucher aux régimes spéciaux. Un mot sur l'évolution de la situation en Grèce, de la Grèce, Alain Minc. Comment qualifier la situation et le positionnement de Syriza aujourd'hui après cette arrivée qui a suscité à la fois des craintes et des espoirs, et dans sa façon de traiter avec les dirigeants européens sur la dette grecque? D'abord, prenons le problème d'un peu plus loin. Quel est le problème grec? Le problème grec, ce n'est pas un problème de compétitivité. Les Grecs ne vendent pas des machines-outils en concurrence avec l'Allemagne. Le problème grec, c'est un problème fiscal. C'est-à-dire, c'est un pays où vous avez quelques dizaines de contribuables qui paient plus de 50 000 euros d'impôts à Athènes, alors qu'il n'y a pas une maison au Cap Sounion qui vaut moins de 3 millions d'euros. Donc, je pense que le vrai débat avec la Grèce, au nom d'un respect formel de sa souveraineté, on ne l'a jamais eu, qui était de dire « on vous aide ». On allège peut-être même la dette, mais on vous impose une administration fiscale. Nous avions d'ailleurs une grande expertise dont nous pourrions faire bénéficier la Grèce. Mais le fait de laisser les Grecs prélever eux-mêmes leurs impôts nous met dans une contradiction absolue. Ça, c'est le point. Ça valait pour le gouvernement précédent, ça vaut pour le gouvernement actuel. On a déjà vu dans l'histoire une administration fiscale étrangère se substituer à... Mais attendez, on a mis des pays... à l'administration domestique. Excusez-moi, on a mis d'abord, en d'autres temps dans l'histoire, des pays sous mandat. Oui, ça existait. Eh bien, je vous dis que la seule logique était de dire aux Grecs, on allège votre dette d'autant, mais l'Union européenne prend en main votre système de prélèvement fiscal. Le raisonnement qui consiste à dire, notre mode de résistance face à l'Empire ottoman, c'était de ne pas payer d'impôts, et évidemment, ça nous a créé une mémoire, c'est ce que les Grecs osent dire, c'est insupportable. Et insupportable pour tous les contribuables. Une fois qu'on a dit ça, je pense que on est à la merci d'un accident. D'ailleurs, cet accident peut venir de la mauvaise gestion de tout cela par les Grecs et de l'excès de rigueur du FMI, qui est beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus aveugle dans le traitement du problème grec que ne l'est l'Union européenne. Alors, quant au palinodie de ministre de l'économie grec, il fait beaucoup de mal à la Grèce. Cet homme qui hurle contre l'austérité et que l'on voit nager dans sa piscine comme M. Soros au temps de la spéculation contre la livre sterling, c'est insupportable. Mais laissons ça de côté. D'ailleurs, il semble que M. Tsipras commence à lui passer le garrot très doucement. Il a été écarté des négociations avec ce qu'il ne faut plus appeler la Troïka, mais les institutions, c'est plus chic. Les institutions.